Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons des maladies intestinales et gastriques. Qui d'entre nous n'a pas connu les symptômes désagréables d'un côlon irrité, du ballonnement, d'un reflux ou tout simplement de brûlures d'estomac? Mais jusqu'à quand ces symptômes fréquents peuvent être pathologiques? Pour décortiquer les maladies intestinales et gastriques, nous recevons aujourd'hui l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Yousra Taleb, membre de la CEPA, est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Merci de m'avoir recueilli. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes une association d'étudiants en pharmacie, mais vous faites beaucoup aussi pour promouvoir la santé publique. Oui, exactement. Donc, ACEPA, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie de la wilaya d'Alger. Elle a été fondée en 2009 par un groupe d'étudiants en pharmacie à l'époque, dans le but d'accompagner l'étudiant en pharmacie dans son cursus et le préparer au monde professionnel. Donc, nous avons beaucoup de volets, notamment le volet des activités éducationnelles qui se charge d'organiser des séances de révision entre les étudiants, de permettre l'échange entre les étudiants de 4e à 5e, 3e à 2e et tout. Oui. Et nous avons le volet du développement professionnel qui sert à l'immersion de l'étudiant dans le monde professionnel. On organise des événements de rencontres où nous avons des visiteurs, des pharmaciens, des professeurs de notre université. Ils nous visitent pour permettre l'échange entre l'étudiant et le professionnel de la santé que l'étudiant estimera devenir. Juste, donc, c'est pour dire que vous n'êtes pas uniquement des pharmaciens et que vous êtes des acteurs de santé publique. Exactement, oui. Et notamment, on a le fameux volet de la santé publique qui se charge d'organiser plusieurs campagnes durant l'année touchant plusieurs maladies dites connues ou bien fréquentes dans la société, dans le but de sensibiliser, de faire comprendre ces maladies, leurs origines, comment en prévenir et comment en prendre en charge. Justement, récemment, vous avez été sur le terrain pour sensibiliser sur les maladies intestinales et gastriques. C'était durant le mois de Ramadan, nous étions sur le terrain pour sensibiliser sur les maladies gastro-intestinales. Nous avons touché plusieurs maladies, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rhucolite. Nous avons touché le reflux gastro-œsophagien, l'ulcère gastrique, le côlon irrité, le syndrome du côlon irrité, le côlon nerveux, connu comme le côlon nerveux, et le cancer du côlon. Sans oublier la constipation et la diarrhée, qui sont souvent connus comme symptômes, mais peuvent eux-mêmes être des maladies à traiter. Donc, la constipation, jusqu'à quand ça devient une pathologie? Quand est-ce qu'on devrait aller consulter? C'est la chronicité. C'est quand ce problème, ce trouble, que ce soit la diarrhée ou bien la constipation, c'est la chronicité qui nous rend à penser que c'est un problème, autant que... Qu'il faudrait consulter. Qu'est-ce que ça peut cacher, une diarrhée ou une constipation? Ça peut cacher quelle maladie? Ça peut cacher pas mal de maladies. Ça peut cacher généralement des maladies inflammatoires, surtout la diarrhée. La diarrhée, elle peut cacher des maladies inflammatoires. Elle peut cacher la constipation, elle peut cacher des occlusions intestinales. Les occlusions intestinales, c'est le blocage du passage des aliments dans l'intestin. Donc on mange, mais notre intestin est bloqué. Donc les aliments ne passent pas. La constipation peut cacher cette maladie derrière. Mais généralement, elle n'est pas seule. La constipation, elle n'est pas seule. Elle est associée à d'autres symptômes, notamment les malaises de l'estomac, les brûlures, les crampes au niveau de l'intestin. Donc, tout ça peut nous amener à penser qu'il y a un problème, il faut consulter. Donc, les brûlures d'estomac qu'on sent tous à un moment donné, c'est pas anodin, il faut prendre au sérieux? C'est pas toujours anodin et c'est pas toujours très grave. Voilà. Donc parfois... Qu'est-ce qui doit nous alerter? C'est la chronicité, comme je l'ai dit déjà, et aussi la récurrence. La fréquence de récurrence de ces troubles. Si par exemple, je me sens une brûlure une fois par an, ça se peut que j'ai mal mangé, j'ai mangé quelque chose qui a irrité mon estomac ou bien. Mais si je le sens par exemple tout autre jour, un jour de lendemain, je me sens une brûlure, là il faut consulter, il faut penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si jamais, par exemple, la brûlure, elle dure avec moi, elle persiste, par exemple, pendant des heures et des heures chaque jour, là, il y a un problème. Ce n'est pas quelque chose de transitoire. Voilà.
Et c'est ça le problème je dirais le problème des maladies gastro-intestinales, c'est que elles ont des symptômes qui sont souvent connus pour des troubles transitoires. Oui. Donc les gens peuvent passer à côté, peuvent penser que c'est juste transitoire et ça va passer. Alors que parfois, ça peut cacher d'autres troubles qui sont majeurs. Notamment, je vais parler des maladies inflammatoires chroniques. C'est des maladies qui sont liées à la dérégulation du système immunitaire. Donc cette dérégulation, elle va engendrer une réaction inflammatoire qui va toucher la muqueuse intestinale. Donc, on va avoir des sites inflammatoires au niveau de la muqueuse intestinale. Ça peut causer des saignements, ça peut causer des malnutritions parce que l'intestin, c'est là où on absorbe nos nutriments. Si notre intestin est inflammé, on ne peut pas bien absorber les nutriments. Donc, ça peut causer plusieurs problèmes. Comme Donc, ça peut causer des occlusions intestinales, comme j'ai déjà parlé, oui. Ça cause des diarrhées sanglonnantes. On a des sangs dans notre diarrhée. D'accord, oui. Des saignements, comme j'ai dit, et si les saignements sont très graves, c'est pas très fréquent, mais rarement, mais ça peut engendrer une anémie si le saignement persiste pendant longtemps et la maladie reste non traitée, on risque de développer une anémie. Ouais. C'est connu qu'on a tous des ballonnements. Est-ce que c'est lié au stress beaucoup plus? On dit c'est lié au stress, le côlon nerveux, mais est-ce que aussi l'alimentation joue un rôle? Ah oui, donc le stress joue un rôle majeur dans toutes les maladies que nous avons traitées durant notre campagne. C'est parce que l'estomac, elle est connue comme le deuxième cerveau. Donc, elle est richement vascularisée, richement innervée. Le système digestif, c'est un système qui est assez grand. Oui. Donc, il est richement innervé. Donc, le stress qui touche notre système nerveux peut toucher également notre système digestif. Comment qu'il y a un lien entre... Donc, la perturbation, le stress cause une perturbation dans notre système nerveux. Donc, on ne nous sent pas dans un état normal, à l'aise, voilà. Donc, surtout le stress chronique, donc il y a le stress aigu, un moment de stress, une trentaine de minutes de stress, après c'est bon, tout va bien. Mais le stress chronique, on est tout le temps stressé, toute la journée, quotidiennement stressé, donc cela, avec une alimentation déséquilibrée bien sûr, il peut causer que le travail du système digestif, il n'est pas aussi performant. Il est déséquilibré. Il est déséquilibré, exactement. Et c'est ce qui cause... C'est ce qui cause le côlon irrité. Par exemple, le côlon... parce que le côlon, c'est là où on absorbe... Ça fait partie de l'intestin. Et c'est là où on absorbe les nutriments. C'est là où la dernière étape de la digestion se passe. D'accord. Donc, si jamais ce côlon est irrité à cause de l'irritation du système nerveux, ça va bloquer la digestion. Et là, on aura Donc, il ne va pas faire son travail, c'est ça? Exactement. Il va rencontrer des difficultés à faire son travail. Il va essayer, mais il va rencontrer des difficultés. Oui. Voilà, exactement. Donc, pas que le stress. Le stress, joue un rôle majeur. C'est un facteur avec un rôle majeur. Également, l'alimentation déséquilibrée. L'alimentation riche en sucre, en gras. Je ne vais pas dire éliminer tout le sucre, éliminer toutes les graisses, éliminer tout, sinon on va trouver rien à manger. Mais je vais dire qu'il faut aller vers l'équilibre. On peut tout manger, mais avec un équilibre. C'est là où on peut préserver notre santé. Et aussi, il y a la notion de la chronologie de manger son repas. Est-ce que je commence avec les gras, je commence avec les fibres, je commence avec le sucre? Il y a des études qui disent que l'idéal, c'est de commencer avec les salades, les fibres, les légumes, pour permettre de préparer l'estomac à recevoir tout ce qui est lourd après, tout ce qui est gras, tout ce qui est protéines et sucre. Voilà. Quels sont les signes qui doivent nous alerter sur une maladie grave liée à notre intestin ou une maladie gastrique? Oui, alors nous avons les symptômes qui sont dits transitoires, comme on a déjà parlé, la diarrhée, la constipation ou même le reflux gastro-œsophagien, la brûlure de l'œsophage. C'est pas normal aussi? Ça peut être un problème transitoire, mais si elle est récurrente, surtout si elle est récurrente avec les repas, si elle est récurrente avec la nuit, par exemple. C'est juste durant la nuit que j'ai un reflux. C'est la nuit. Hein. Oui, c'est juste la nuit que j'ai un reflux. Et si chaque nuit, tous les jours, j'ai un reflux, là, je dois consulter parce que ça se peut qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Quelles sont les maladies qui peuvent être...
Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est un relâchement du sphincter. Le sphincter, c'est un anneau Oui. qui relie notre œsophage à notre estomac. Donc, ce sphincter, il se relâche, donc le contenu acide de l'estomac, il revient vers l'œsophage. Oui. Oui. Donc, cette maladie n'a pas vraiment de, comment dirais-je, de cause bien établie, mais je peux dire qu'elle peut être derrière d'autres troubles. Parce que l'acidité, là où elle ne doit pas être, par exemple, notre estomac, elle est fabriquée pour contenir un contenu acide, pour avoir un contenu acide. Notre œsophage, dans l'autre côté, il n'est pas. Il ne peut pas supporter un contenu très acide. Donc, avoir un reflux gastro-œsophagien chronique ou bien récurrent fréquemment, cela peut causer des inflammations. Voilà. Donc l'acidité, elle peut causer des inflammations. C'est très fréquent chez la femme enceinte, les reflux, les acides. Oui, exactement. Donc avec la grossesse, on a, je dirais, l'espace que le système digestif avait l'habitude de prendre, il va partager avec l'utérus qui contient le fœtus. Du coup, voilà, on a que l'estomac, elle aura moins d'espace, voilà, moins d'espace pour tout contenir. Là, il y aura une pression qui va engendrer l'ouverture du sphincter dont je vous ai parlé maintenant. Et là, on aura le reflux. Et cela, on ne peut pas dire que c'est une maladie avec la femme enceinte. Ah oui. Voilà, donc c'est à cause de la grossesse, là où il y a ce déséquilibre, si on peut dire. Mais s'il n'y a pas de grossesse et on a le reflux gastro-œsophagien, là, on est plus... on doit être plus prudent. Ouais. Est-ce que tous ces petits symptômes, pour nous, ces petits, c'est eux qui peuvent se transformer en un ulcère d'estomac? Non, l'ulcère d'estomac a ses propres causes. Oui. Voilà, donc l'ulcère de l'estomac, c'est une plaie au niveau de la muqueuse gastrique. Donc parmi les causes, nous avons la consommation excessive. Je vais commencer avec les causes qui sont liées à l'alimentation. On a la consommation excessive de la caféine, on a le tabagisme, on a tout ce qui peut alterner la muqueuse gastrique. Parce que l'estomac est protégé par une muqueuse qui supporte l'acidité. Si jamais cette muqueuse elle est altérée ou bien elle est rétrécie dans son épaisse, elle est moins épaisse. Oui. Voilà. Donc là, on peut toucher les couches plus profondes de l'estomac et causer l'ulcère, qui est une plaie. Et elle peut, si elle reste non traitée et on continue à abuser tout ce qui peut l'aggraver, là, on peut développer une inflammation qui est grave. Alors, il y a des inconforts digestifs normaux de tous les jours, comme tout ce dont on vient d'en parler, mais il y a aussi d'autres maladies graves, comme la maladie du Crohn, entre autres. Oui, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et c'est une maladie qui est assez méconnue. Oui. Elle est la rhinolite hémorragique. Et parmi les buts de notre campagne de sensibilisation, c'était de faire... de lever le voile sur ces deux maladies. Donc, c'est des maladies qui sont liées à la régulation du système immunitaire, là où on va avoir des inflammations, des réactions inflammatoires au niveau de l'intestin. Ça peut avoir plusieurs complications et elles sont généralement, les gens peuvent passer à côté parce que les symptômes ne sont pas très spécifiques. Voilà, les symptômes ne sont pas très spécifiques. On a les diarrhées, on a les douleurs abdominales, on a un peu de brûlure, mais ce n'est pas très spécifique au point où on est très alerté. Et là où on peut tomber dans le problème du diagnostic tardif. C'est là que ça devient problématique. C'est là que ça devient problématique et c'est là le diagnostic tardif, il peut nous empêcher de traiter les complications avant qu'elles... Les premiers signes, c'est ça? C'est les diarrhées? Les premiers signes, on a les douleurs abdominales, on a les diarrhées, surtout les diarrhées sanglonnantes, parce que l'inflammation, elle peut... Quand on dit inflammation, on peut dire saignement. Donc là, les diarrhées sanglonnantes, c'est un signe à ne pas ignorer. Si jamais on a une diarrhée sanglonnante, il faut consulter. Généralement, le diagnostic se fait avec une endoscopie
où on peut confirmer si jamais il y a une inflammation ou pas. Le diagnostic est facile à faire, c'est ça? Oui, si on consulte à temps, c'est facile à faire le diagnostic avec une endoscopie. Généralement, c'est à partir de quel âge? Ça touche les jeunes adultes, les enfants pas très fréquemment, mais ça touche généralement les jeunes adultes. Voilà. Donc on peut dire de 25 ans et plus ouais. Alors, mais si on revient au traitement maintenant, on a l'habitude de prendre, dès qu'on a une brûlure du stomac qui tarde à partir, on prend quelque chose chez nous, du lait froid, c'est ça. Est-ce qu'on peut les calmer comme ça chez nous? On peut dire que calmer, mais momentanément, temporairement, ça, si jamais il y a une cause plus grave, on ne va pas la traiter. Et toujours calmer les symptômes sans essayer de comprendre qu'est-ce qui est derrière ces symptômes, il va laisser le temps à la cause qui peut être grave. Oui. Elle peut être mineure, mais elle peut être grave. Donc si jamais cette cause elle est grave, on est en train de lui donner la chance de bien se développer, de bien s'établir et tout. Et ça, on n'en veut pas. Et vous dites maintenant qu'on peut prendre quelque chose de chez nous. Parmi les quelque chose qu'on a l'habitude de prendre, c'est les médicaments. Oui. Nous, on veut éviter au max, je dirais même arrêter l'automédication. Parce que l'automédication, elle peut nuire au diagnostic si jamais on se rend au médecin. Donc si jamais on va aller chez un médecin et on est en train d'abuser des médicaments à la maison aléatoirement, là, le médecin peut ne pas repérer la maladie, ne pas repérer le problème, et c'est dû aux médicaments qu'on était en train de prendre. Sans mentionner que ça peut causer d'autres problèmes que nous, on n'en voulait pas. Le lait qu'on prend, il n'y a pas de risque. On prend généralement un verre de lait froid. Oui. Il n'y a pas vraiment un risque avec le lait, mais le lait, c'est très temporaire et ça peut pas résoudre le problème. Voilà. Vous pouvez prendre du lait, mais ça ne résout pas le problème. Vous avez parlé aussi de la phytothérapie dans vos oui, on a parlé de la phytothérapie dans le but de donner une alternative, voire prévenir, ou bien prendre en charge, ou bien aider à prendre en charge les maladies. On peut les prévenir donc? On peut les prévenir avec... Comment? Alors, je vais commencer pour la prévention. Je vais commencer avec une alimentation qui est équilibrée. Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout éliminer. Il faut juste équilibrer, manger sainement, manger des aliments qui sont propres, éviter de trop manger les fast-foods, les aliments... Ce qui n'est pas évident maintenant. Oui, c'est un peu difficile avec notre mode de vie, mais on essaie le maximum d'incorporer des salades, de boire beaucoup d'eau et de boire suffisamment d'eau. Parce qu'avec notre mode de vie, on a tendance d'oublier de boire de l'eau. Oui. Donc, il faut boire de l'eau parce que la sécheresse des muqueuses intestinales, on peut développer des inflammations à cause de la déshydratation des muqueuses. Voilà, donc, l'alimentation saine, il faut essayer au max Ce qui n'est pas évident aussi. de réduire le stress, et comment dirais-je, de se calmer. Oui. Si jamais on est face à une situation de stress, on va essayer de se calmer, de ne pas trop se presser. Voilà. Oui. Et pour la phytothérapie, nous avons pas mal de plantes qui aident à protéger ou bien à enrichir notre système digestif avec tout ce qu'il a besoin pour garder sa santé. Donc, je vais mentionner par exemple le curcuma. Le curcuma qui est un fort anti-inflammatoire, donc il peut aider à prévenir les inflammations. D'accord. Comment le prendre? Dans l'eau? Une tisane? Donc, on peut le prendre comme une tisane. Une tisane, on n'abuse pas. Donc, la quantité, une cuillère à café. Oui, une cuillère à café dans un verre d'eau. On les fait bouillir et puis après refroidir, on peut les manger. On peut les prendre, on peut les boire. Et on peut même l'utiliser comme condiment dans nos repas. Oui. Voilà. On peut utiliser le curcuma, c'est un fort anti-inflammatoire. Et l'inflammation, elle est généralement derrière pas mal de maladies gastro-intestinales. Ouais. Nous avons aussi le thym, qui est un stimulant de la digestion et il facilite la digestion. Et en même temps, c'est un antiseptique, donc il protège contre les inflammations et même les infections. Si jamais nous avons une infection au niveau
du système digestif. Oui. Comment le prendre? C'est une tisane. On a l'habitude de prendre des tisanes de thym, donc il ne faut pas le bouillir trop. Donc c'est beaucoup plus le laisser infuser. Voilà, exactement. Donc il vaut mieux le laisser infuser. Donc on fait bouillir de l'eau et puis on fait infuser le thym dans l'eau sans le mettre à la chaleur. Oui. Voilà, on peut le prendre. Il y a également la réglisse qui est très importante dans la partie phytothérapie parce qu'elle est protectrice des muqueuses gastriques, donc elle protège contre l'ulcère gastrique, elle est protectrice et aussi elle stimule la digestion, elle facilite la digestion, donc on peut éviter tout ce qui est constipation et tout. Par contre, la réglisse, contrairement au thym, il faut la bouillir parce que c'est un peu dur. Donc, on la fait bouillir pendant 10 à 15 minutes et après, on filtre et on boit. Il y a également le gingembre qui est connu pour ses effets, pour ses bienfaits. Oui. Voilà, donc le gingembre, il peut aider, il peut protéger les muqueuses intestinales et gastriques. Il nous protège contre tout ce qui est inflammation, infection. Il facilite la digestion et tout. Donc, pour le gingembre, il faut laisser infuser pendant 10 à 15 minutes après avoir finement coupé le gingembre. On le laisse infuser dans de l'eau qui a bouilli pendant 10 à 15 minutes et après on boit. Ce qui est important à noter dans tout ce qui est phytothérapie et tout, c'est pas un alternatif de traitement. Oui. Si jamais nous avons un problème de digestion, la phytothérapie, ce n'est pas un alternatif, mais plutôt un adjuvant. C'est une association à mieux prendre en charge, à aider le patient durant son traitement. Mais dans aucun cas, ces traitements phytothérapiques peuvent remplacer le traitement. Ce n'est pas possible. Mais si jamais on les prend dans des mesures préventives, on est bien. Ce qui est à noter, c'est qu'il ne faut pas abuser. Oui. C'est vrai que ces plantes sont assez bénéfiques, mais il ne faut pas en abuser. Et si jamais on ressent des réactions qui sont des réactions allergiques ou bien des réactions d'irritation, une certaine plante qui ne nous convient pas, on ressent une irritation après l'avoir pris, on l'arrête directement et on essaye une autre. On peut les prendre quand on a ces symptômes ou juste pour la prévention, on peut les prendre même si on ne ressent rien? L'idéal, c'est de les prendre en mesure préventive. Oui. Voilà. Donc l'idéal, surtout quand tout ce qui est gingembre et curcuma, c'est des protecteurs, la réglisse également. Ils ont un rôle protecteur contre tout ce qui est inflammation, ils facilitent la digestion et tout. Du coup, il est bien de les prendre en mesure préventive afin de ne pas développer ces inflammations et tout. Ouais. Et quels sont les aliments à éviter, alors à ne pas prendre? Alors, les aliments à éviter, je dirais tout ce qui est aliments industriels. Oui. On aimerait bien tout éviter. Oui. Les aliments industriels sont riches en tout ce qui est sucre, ils sont riches en additifs qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Exactement. Donc, pour ce qui est de l'alimentation à la maison, donc, je ne vais pas dire arrêter, mais diminuer la consommation du sucre même à la maison, diminuer la consommation des produits laitiers si jamais nous avons des problèmes. D'accord. Si le lait et la grappe Oui, le lait, les fromages plus ou moins. Donc, si jamais nous avons un problème de digestion, il vaut mieux diminuer les produits laitiers. Et si jamais on remarque que ce produit laitier, le lait ou bien les fromages ou bien le yaourt, si jamais on remarque que ces produits nous causent des problèmes, il faut arrêter. Il y a ce qui est l'intolérance au lactose. Voilà, exactement. Donc, si jamais on ressent que le lait il nous cause ces irritations, il faut arrêter de prendre parce que si jamais ces irritations, elles peuvent se développer vers des troubles plus graves. Voilà. Je dirais également les aliments trop gras. Donc, il faut éviter d'ajouter trop de graisse
à nos aliments. Et si jamais on est en train de manger un repas qui est gras, je sais, les repas algériens, c'est gras, c'est épais, oui. Il est bien de l'accompagner avec une salade ou bien de commencer notre repas avec une salade qui est fraîche et puis on peut manger notre repas à l'aise. D'accord. Oui. On est à l'approche de la saison estivale. Vous avez un programme de sensibilisation? Donc, la santé publique, actuellement, on est en train de préparer, de faire la campagne de sensibilisation sur le diabète, l'HTA et l'obésité. Et après, nous aurons les examens, donc nous allons pas être très actifs. Après l'Eid, nous avons une campagne de sensibilisation sur le don de sang. Ah oui, voilà. Oui. Et ça va être la dernière campagne de l'année? Le don de sang. Nous aurons également une campagne de sensibilisation en octobre sur les maladies féminines. Cancer du côlon, cancer du col, cancer du sein et l'endométriose. Et normalement, ça va être tout. Normalement, si je ne me trompe pas. D'accord. Ouais. Bon courage dans ce que vous faites. Merci, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.